tout le monde est installé. Bonsoir. Je suis vraiment ravie. Je sais qu'on dit toujours ça quand on présente un auteur ou une autrice, mais là, vraiment particulièrement ravie de présenter Neige Sino. Bonjour Neige. Bonjour. Pour Triste Tigre, ça commence. On va évidemment en parler. On va parler du sujet, d'un des sujets. Peut-être que je vais vous laisser lire d'abord. Vous lirez tout au long de cette heure de rencontre. Mais déjà le début. Je vais lire le début. Vous m'entendez bien ? Non ? Chapitre 1. Portrait. Portrait de mon violeur. Car à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau. Les victimes, c'est facile. On peut tous se mettre à leur place. Même si on n'a pas vécu ça, une amnésie traumatique, la sidération, le silence des victimes, on peut tous imaginer ce que c'est, ou on croit qu'on peut imaginer. Le bourreau, en revanche, c'est autre chose. Être dans une pièce, seul avec un enfant de 7 ans, avoir une érection à l'idée de ce qu'on va lui faire, prononcer les mots qui vont faire que cet enfant s'approche de vous, mettre son sexe en érection dans la bouche de cet enfant, faire en sorte qu'il ouvre grand la bouche. Ça, c'est vrai que c'est fascinant. C'est au-delà de la compréhension. Et le reste, quand c'est fini, se rhabiller, retourner vivre dans la famille comme si de rien n'était. Et une fois que cette folie est arrivée, recommencer. Et cela pendant des années. N'en jamais parler à personne. Croire qu'on ne va pas vous dénoncer malgré la gradation dans les abus sexuels. Savoir qu'on ne va pas vous dénoncer. Et quand un jour on vous dénonce, avoir le cran de mentir ou le cran de dire la vérité, d'avouer carrément. Se croire injustement puni quand on prend des années de prison, clamer son droit au pardon, dire que l'on est un homme, pas un monstre. Puis, après la prison, sortir et refaire sa vie. Même moi, qui ai vu cela de très près, du plus près qu'on puisse le voir, et qui me suis interrogée pendant des années sur le sujet, je ne comprends toujours pas. On faisait beaucoup de travaux ensemble, surtout dans la maison, qu'on a restaurée entièrement en famille. Lui, ma mère, ma sœur et moi. On était petites, on nous donnait des tâches à notre mesure. Transporter des matériaux d'un endroit à l'autre, poncer des murs, amener des outils aux adultes. On était comme eux au milieu du chantier tous les week-ends, habillés de vieux survêtements maculés de plâtre. On partageait la corvée et la satisfaction du travail physique, la faim délicieusement comblée à la pause par un sandwich bien mérité, la rumination au moment... Le mien marche. De se concentrer sur un geste précis. Tout cela en écoutant la radio et des cassettes de Johnny. Même encore aujourd'hui, si ça m'arrive d'entendre ces chansons, et ça arrive souvent puisqu'elles ont toujours un immense succès, il est difficile pour moi de ne pas sentir la blessure rouverte par la lame de ces couteaux. Comme si les paroles avaient un double sens. Un sens caché, toujours le même, que je suis la seule à entendre. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Il disait qu'il m'aimait. Il disait que c'était pour pouvoir exprimer cet amour qu'il me faisait ce qu'il me faisait. Il disait que son souhait le plus cher était que je l'aime en retour. Il disait que s'il avait commencé à s'approcher de moi de cette manière, à me toucher, à me caresser, c'est parce qu'il avait besoin d'un contact plus étroit avec moi, parce que je refusais de me montrer douce, parce que je ne lui disais pas que je l'aimais. Ensuite, il me punissait de mon indifférence à son égard par des actes sexuels.
Il me promettait que tant que n'en parlerais à personne, il ne ferait rien aux autres enfants. Plus tard, il a dit aussi que si j'acceptais de dire que je l'aimais, de faire comme si je l'aimais, il changerait d'attitude. Je ne pouvais pas, c'était trop tard, c'était devenu impossible. J'aurais préféré mourir plutôt que de lui dire ces mots. Il a mis comme condition, au fait que ça s'arrête, que je sois aimable avec lui, que je fasse au moins semblant devant les autres. J'ai dit oui. C'est comme ça que ça a fini. À un anniversaire, pour mes 12 ou 13 ans, on m'a offert un joli petit cahier, dont la couverture disait « Journal intime en lettres gothiques ». Je me suis dit que ça pouvait être une bonne manière de m'entraîner à l'écriture. J'ai toujours su qu'écrire serait le centre de ma vie. Je me suis mise à faire ça sans arrière-pensée, sans même vouloir consigner quoi que ce soit de particulièrement intime dans ce journal. Je le gardais un peu caché, cependant, entre des livres, pour que le reste de la famille ne le voie pas. Je ne le considérais pas comme un secret, ce cahier, juste comme un espace à moi. Au bout de quelques semaines, il m'a convoquée. Il m'a fait comprendre qu'il lisait chaque phrase, depuis le début, et qu'un de ces jours, ça pouvait devenir risqué pour lui, cette histoire de journal. Il m'a fait comprendre aussi que ça lui plaisait de pouvoir entrer encore plus à l'intérieur de ma tête grâce à la lecture de ces pages. Je pouvais continuer, mais il fallait que je promette de ne pas parler de nous. Le jour suivant, j'ai brûlé le cahier, dans le poêle. Ça n'était plus l'hiver et on n'y faisait pas de feu, mais je m'en suis quand même servi comme contenant pour laisser le papier se consumer dans les flammes. Je me souviens que j'ai réalisé ces gestes dans une sorte de rituel. J'ai fait mes adieux au journal intime, pas seulement à ces bouts de papier, mais au concept même de journal intime, ce jour-là, et pour le restant de mes jours. Je ne pouvais pas me permettre de fabriquer moi-même un objet qui me rende si facilement accessible, qui me mette encore plus à la merci de n'importe quel esprit décidé à me surveiller ou à me nuire. Amis lecteurs, amis lectrices, ma semblable, ma sœur, voici donc un aveu que je dois te faire, car je ne nourris point le désir de te fourvoyer. Prends garde à mes propos, ils avanceront toujours masqués. Ne prends pas ce texte dans son ensemble pour une confession. Il n'y a pas de journal intime, pas de sincérité possible, pas de mensonge non plus. Mon espace à moi n'est pas dans ces lignes, il n'existe qu'au-dedans. Merci, je crois qu'on est assez vite dans le vif du sujet. C'est d'ailleurs la force, enfin l'une des forces, parce qu'il y en a beaucoup dans Triste Tigre chez POL, qui raconte donc un abus que vous avez subi de l'âge de 7 à 14 ans par votre beau-père. Vous étiez la seule enfant de la famille à subir ça. Et le texte, c'est pas qu'il tente de comprendre, c'est qu'il est... Moi, je l'ai vu comme un Rubik's Cube qui montre toutes les facettes de ce que c'est. Est-ce que vous aviez ça en tête avant de l'écrire? Est-ce que vous vouliez comme ça commence par être dans la tête du bourreau? Et est-ce que vous vouliez l'écrire depuis longtemps, ce texte? Alors, je ne sais pas si ça tente de comprendre, mais quand même, mon projet, c'était ça, c'était montrer, explorer cette phrase, je ne comprends toujours pas. Rentrer vraiment là-dedans, cette obsession, cette nécessité absolue de chercher à comprendre, tout en sachant que je n'allais pas y arriver. Donc c'est un projet qui est mélancolique depuis le début et qui en même temps me permet quand même d'ouvrir des espaces où j'explore cette impossibilité. Et effectivement, sous plein de facettes. Là, j'ai lu le début, donc c'est une facette assez narrative, puisqu'il faut bien que je raconte ce qui s'est produit. Mais même en racontant, il y a déjà ce recul qui est celui du projet que j'avais, de montrer ce qui se passe dans ma tête et pas seulement de faire état de cette histoire. Alors, vous dites que ce n'est pas un journal intime. À un moment donné, vous dites que c'est un témoignage.
Évidemment, ceux qui ont lu Christine Angot, ils voient un clin d'œil à Christine Angot, qui dans l'inceste disait « Ils diront que j'ai écrit je la cite de mémoire, une merde de témoignage ». Vous, en quoi vous vous appropriez ce mot? Enfin, pas approprié, mais vous jouez avec oui, ça. Ça vient deux fois. Ça vient au début du texte, où je me dis... au début, j'ai peur, en fait. Au début du texte, j'ai peur de ce mot, témoignage. Et en même temps, j'essaye d'apprivoiser cette peur en me disant, le témoignage, c'est un genre littéraire qui a la qualité d'aller directement au cœur. Et donc, j'ai ce questionnement de si je ne veux pas faire quelque chose de trop littéraire, comment je vais faire? Et après, cette question-là revient, parce que j'ai été hantée pendant tout le texte sur le danger de moi-même me mettre dans une position où je dénigrais mon propre texte et où je ne voulais pas faire ça, et où je me posais constamment la question, qu'est-ce que c'est que ce texte? Et je la pose au lecteur aussi, à la lectrice, comment vous appelleriez un texte comme ça? C'est quoi exactement? Et puisqu'il est quand même question de témoigner, je me demande à la fin s'il n'y a pas moyen pour moi de retourner cette chose humiliante que le mot témoignage représente et en faire quelque chose de noble. Et de me dire, c'est quand même possible d'avoir une démarche où je me place en position de témoin, d'être quelqu'un qui a vu quelque chose et qui veut faire en sorte que ce que j'ai vu devienne un peu transmissible. Et quand je le vois comme ça, tout d'un coup, je me sens plus humiliée par ce mot de témoignage, mais au contraire, c'est une mission qui a une certaine valeur littéraire, puisqu'on témoigne en racontant ce qu'on a vu, donc il y a effectivement le sujet ou la chose qu'on a vue qui importe, mais ce qu'on fait quand on le fait, c'est une construction. Un témoignage, c'est pas seulement donner les choses telles quelles. Donc cette construction-là, c'est là que je mets mon énergie. Et c'est là que je mets ma force, que je mets tous les outils que je trouve, et toutes les choses que je ne dis pas. Il est là le témoignage. Il est dans la façon dont je le fabrique. On a l'impression que vous dites beaucoup de choses, parce qu'à nouveau, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est votre façon de vraiment n'éviter aucun sujet et aucune question sur l'abus fait un enfant, y compris ce qui se passe dans la tête de l'enfant, ce qui éventuellement se passe dans la tête du bourreau, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un pour commettre l'horreur. Ce qui se passe après, c'est-à-dire comment cet événement traumatique va former qui vous êtes, en fait, votre personnalité. C'est vrai qu'on l'a très peu lu. Vous passez comme ça. Est-ce qu'il y avait vraiment, quand vous avez commencé à l'écrire, vous êtes fait une liste des sujets que vous vouliez vraiment aborder? Et lequel vous tenez le plus à cœur? C'est pas exactement comme ça que je l'ai conçu. J'ai pas fait vraiment de liste, mais depuis le début, je savais que j'allais faire une première partie qui est plutôt tournée vers le récit, vers le passé, et une deuxième partie qui est intitulée Fantôme, qui est entièrement consacrée à cette ombre qu'on se traîne, à ces conséquences que ça a sur jusqu'à ma façon d'écrire, ma façon de penser, jusqu'à tout ce que je suis devenue, c'est d'une façon ou d'une autre influencé par ce que j'ai vécu. Et comme nous tous, en fait. Mais c'est un événement tellement traumatique et tellement fondateur que je m'en rends compte même dans des aspects qui ont l'air d'avoir rien à voir. Et c'est ça que je voulais montrer. C'était une décision que j'ai prise dès le début. Ce que je m'étais dit aussi par rapport à cette question de liste, c'est que j'allais... je voulais pas faire comme un essai où on se dit, par exemple, chapitre 1,
le silence. Non, il traitait tous les aspects qui sont en relation au silence, qu'on ne peut pas parler quand on subit un abus, le silence de la famille, le silence à l'intérieur du langage, la relation du silence et du mensonge, toutes ces choses-là, je me suis dit, je vais les installer dans le texte, mais qu'ils soient présents du début jusqu'à la fin. Et donc ça va et ça vient. C'est pas un texte désorganisé, mais j'ai pas voulu non plus qu'il y ait des grands chapitres. Oui, c'est pas une encyclopédie, oui. Oui, et c'est pas non plus. J'essaye pas d'épuiser le sujet. Quand je me rends compte que j'arrive à une impasse et que j'ai envie de passer à autre chose, je passe à autre chose parce que je sais très bien que je vais le reprendre. Et à un moment donné, des fois, on se demande pourquoi je reprends quelque chose, mais c'est aussi parce qu'il y a un mot, il y a quelque chose qui fait un espèce d'écho, et c'est le moment de reprendre ce que j'ai laissé en cours avant. En plus, là, vous montrez dans cet extrait, et tout au long du livre, l'importance des mots. C'est-à-dire qu'il y a toujours la question de parler, pas parler, dire quelque chose ou se taire. Est-ce que le silence est toxique ou est-ce que le silence sauve? Et qui est-ce qu'il sauve? Et à un moment donné, là, on voit dans l'extrait que vous avez lu tout de suite, c'est comment l'enfant, vous êtes prise, vous avez été prise dans un réseau et un piège fait de mots. Le mot amour prononcé, qui est quand même un abus déjà, une forme de manipulation, les menaces, comment les mots sont exigés de vous, comment vous vous réfugiez ou pas vous réfugiez, mais vous vous mettez à écrire à ce moment-là. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui a guidé votre texte? Oui, c'est constant en fait. C'est une bataille constante, un affrontement entre des choses qui sont dites et des choses qui ne sont pas dites. Et sur plein de niveaux en fait. Parce que la question du silence, c'est pas seulement une question de choses qu'on ne dit pas. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça. C'est pas seulement une question de rendre invisible quelque chose d'atroce. Comme vous le disiez tout à l'heure, le silence, c'est aussi quelque chose qui peut protéger, qui m'a servi aussi pour me protéger. Et en même temps, c'est ce qui est la cause de mon oppression dans cette situation-là. Donc cette contradiction, elle est constamment présente. Et c'est pour ça, je pense aussi que chaque fois que j'affirme quelque chose, il faut que je prenne aussi la position contraire. Chaque fois que je cite un auteur pour m'appuyer sur lui, j'ai souvent la nécessité de reprendre ce même auteur pour aller contre. Et c'est constant, c'est-à-dire que chaque fois que quelque chose est affirmé, il faut que je doute. Et j'ai pas besoin de dire je doute parce qu'on a mis le doute en moi en faisant ça, puisque je l'ai raconté en fait. Il y a des choses que j'analyse, mais il y a des choses que c'est raconté, donc le lecteur il le sait depuis le début ce qui s'est passé là avec le langage. Alors, le langage aussi, moi il y a cette partie, mais là je saute des passages qui arrive aux trois quarts du texte, à propos de la parole, qui est qu'à un moment donné, vous allez parler, votre beau-père va être arrêté, jugé, il va parler lui-même, c'est-à-dire qu'il va reconnaître ce qu'il a fait. Est-ce que ces paroles-là venant de lui ont aidé? Est-ce que ça aide que le violeur qui impose le silence, à un moment donné, reconnaisse aussi ses faits? Et est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut permettre d'écrire par la suite? Alors la fin de la question, ça je ne sais pas, mais je sais que dans mon expérience, ça a été énorme, la question des aveux. Ça a été quelque chose de très important. Et je me rends compte, et je le dis dans le texte, que c'est un privilège. Puisque j'ai entendu d'autres histoires, beaucoup d'autres histoires, où ça n'arrive pas. Et donc la personne qui parle à quelqu'un de sa famille, à un proche, ou qui dénonce à la justice, qui se retrouve en face d'un agresseur qui nie, c'est encore un autre problème. Et donc, c'est vrai que je dis beaucoup de choses, mais je dis aussi
je suis quand même limitée par mon expérience. Et mon expérience, elle est formée par cet événement qui a eu lieu dans l'histoire où mon agresseur a reconnu une partie des faits. Et ça change beaucoup de choses. Oui. Et je me demande même, à ce moment où je parle de ça, est-ce qu'en plus de tout, je dois éprouver de la gratitude envers lui parce qu'il a eu la bonté de faire des aveux. Et c'est horrible, en fait, de penser ça. Parce qu'il n'a pas de bonté, lui. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait eu cette possibilité pour moi d'avoir des aveux, d'avoir un procès où ma parole a été entendue, sa parole a été entendue, il y a eu une négociation autour de ce thème de la version de l'un, la version de l'autre, la version de la société. C'est quelque chose qui m'a permis de construire une narration et qui a fait que mon récit, à partir du moment où ça s'est produit, je passe à une autre étape. Mais bon, dans beaucoup d'aspects, je suis quand même dans le ressassement, dans la rumination, qui est quelque chose de commun aux gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des aveux. Donc il y a des aspects qui me semblent importants de souligner et d'autres où je suis moi aussi dans cette posture d'obsession, quoi. Oui, parce que le livre, il y a une forme de circularité, en effet, ou de circularité qui se répète, et on sent que, en fait, vous ne vous en sortez pas non plus, en fait, de ce ressassement. Alors, est-ce que je m'en sors pas, ou est-ce que ça devient juste une façon de vivre ? Ça devient une façon de penser, ça devient quelque chose que j'accepte aussi au fil du livre. Il y a de la colère au début, la colère de voir revenir encore un sujet. Ah là là, il faut encore que je parle de ça. Ah là là, il faut que je revienne encore sur ce sujet. Je vais vous embêter avec ce truc. Et petit à petit, j'ai eu l'impression aussi que comme j'avais créé ce dispositif et qu'on allait s'y habituer, je pense qu'on sent moins de colère et qu'on accepte que simplement, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne à certains moments où ça nous permet de nous plonger et d'analyser un peu mieux, et où c'est assez positif, et à d'autres moments où c'est une violence qui revient. C'est les deux, en fait. Je continue sur cette histoire de mots et de silence. Il y a un passage aussi très, très frappant. Vous dites quelque chose de très frappant, c'est-à-dire quand vous retournez dans votre village, et votre beau-père a été jugé, je crois qu'il est en prison à ce moment-là, et en fait les gens du village ne vous parlent plus, refusent de vous parler, oui. Et vous dites, pareil, je cite de mémoire, qu'en fait ils refusent, en refusant de vous parler, en fait ils vous imposent le silence à vous, en fait. Et ça, c'est d'une violence. C'est d'une grande violence, et je l'ai mis parce que il y a pas mal de choses que j'ai voulu mettre dans le texte. Parce que au Mexique, dans les endroits où je me trouve des fois, ou dans des rassemblements où on travaille sur la violence contre les femmes, dans beaucoup de récits, c'est des femmes de la campagne qui dénoncent à quelqu'un de la famille ou au maire ou quelque part une histoire, et à chaque fois elles sont complètement rejetées de leur village. Et d'entendre ces histoires, que c'était elle tout d'un coup qui devenait la brebis galeuse parce qu'elle avait parlé, ça m'a fait me souvenir qu'il m'était arrivé la même chose. Et ça m'a semblé important de mettre dans mon texte ces choses-là qui sont très singulières, puisque c'est vraiment ça que j'ai vécu. Une vieille voisine qui dit à ma mère, « Bah oui, moi je lui parle encore, il m'a rien fait. » Mais c'est en même temps très singulier, c'est un truc dont je me souviens, qui est dans mon histoire de vie, et en même temps je sais que c'est l'histoire de toutes ces autres femmes qui ont vécu cette horreur d'être exclues pour avoir osé parler, quoi. Oui, c'est-à-dire que dire la vérité, à un moment donné, ça va... Ça amène la honte sur le village. Ça amène la honte sur le village, et les gens, au lieu de penser on a un agresseur dans notre village, c'est lui qui nous fait honte, c'est la personne qui a dénoncé qui se prend cette honte. Et qui est presque fautif d'avoir cassé l'harmonie. La fausse harmonie. Oui, et de casser la réputation du village, parce qu'en fait, tout le monde sait très bien qu'il y a des agresseurs dans tous les villages.
et qu'il y a des pères de famille dans tous les villages qui abusent de leurs enfants. Mais dans notre village, tout d'un coup, tout le monde le sait, et donc c'est devenu le village du viol, du violeur. Et... oui. Donc ça, c'était de votre faute. C'était un peu, oui. Personne n'est venu me dire c'est ta faute, t'aurais pas dû le dire. Mais j'ai senti cette honte partagée qui faisait aussi qu'on ne pouvait plus s'adresser à moi. Oui, les gens faisaient semblant de ne pas me reconnaître, ou peut-être ils ne faisaient pas semblant. Simplement, c'était tellement violent pour eux de me voir passer dans le village qu'ils ne me disaient pas bonjour. Est-ce que partir vivre au Mexique, puisque vous vivez au Mexique depuis plusieurs années, ou en tout cas partir vivre à l'étranger, et partir vivre dans un pays où on parle une langue étrangère, est-ce que vous pensez que ce que vous avez subi enfant, puis plus tard, vous y a préparé, en fait, vous y a poussé? Certainement. En tout cas, a posteriori, j'imagine bien que je suis partie, il fallait que je parte. Je suis partie faire mes études et je suis partie plus en plus loin. Je voulais aller dans un autre pays. Il y avait effectivement ce désir de fuite, un désir de me réinventer dans un autre contexte. Après, c'est quand même curieux, je suis allée au Mexique. Toutes les études ne disent pas exactement la même chose, mais il y a quand même beaucoup d'études qui viennent à la conclusion que l'OCDE, par exemple, met le Mexique comme pays numéro 1 des violences sexuelles faites aux enfants. Donc, je pars dans un autre pays, et puis je me reconstruis, je fais autre chose, et évidemment, ça me revient par d'autres biais. Il y a des enfants abusés dans mon entourage, je vais à des réunions avec des copines, et il y a des gens qui racontent des abus, enfin, c'est tout le temps présent, en fait. Et c'est comme ça que ça revient aussi, c'est-à-dire que c'est mon passé, mais quand je suis dans une réunion avec une personne qui raconte ce qui lui est arrivé, évidemment que je vais dire, moi aussi. Donc, on peut partir très très loin, mais ça revient toujours. Ça revient d'une autre forme. Et c'est ça qui est beau aussi de se déplacer. C'est qu'aujourd'hui, quand je le raconte pas de la même façon que je l'ai raconté au procès, je le raconte pas de la même façon que je l'ai raconté à ma copine la première fois, enfin. Mais ça fait partie de ce cercle infini. On n'en sort jamais, en fait. C'est un peu, je sais pas, quelqu'un disait à Christine Angot, encore un livre là-dessus? Oui, encore un livre là-dessus. Oui, parce que sur quoi écrire d'autre? Enfin, quand on a... Ouais. On peut aussi écrire sur autre chose, mais ça n'est pas fini pour nous, ça n'est pas fini pour les autres. Et là, on s'en rend bien compte dans la société, il y a un peu cette ouverture pour en parler. Chaque fois qu'il y a une ouverture pour en parler, on se rend compte qu'on est toujours en plein dans ça, quoi. Alors, ce qui m'amène à une question, mais avant, pendant que vous parlez puisque vous parlez de Christine Angot, elle revient dans le livre plusieurs fois. Vous citez d'autres auteurs et autrices, d'ailleurs, parce que le livre est un récit, un essai. Moi, je pensais aussi à Maggie Nelson. Je pensais à Christine Angot, à Maggie Nelson. Et quel est votre rapport avec le travail de Christine Angot? Est-ce que vous l'avez beaucoup lu? Est-ce qu'elle vous a ouvert la voie d'une certaine façon? Et je vais doubler cette question, parce que j'aime bien me poser toujours deux questions en une. Est-ce que le moment qu'on vit aussi, le moment féministe qu'on vit, est-ce que ça a aussi été un terreau pour écrire votre livre? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu l'écrire peut-être de façon moins évidente avant? Voilà, donc Christine Angot et le féminisme, oui. Pour résumer. Alors évidemment, mon livre commence par moi aussi. Donc il y a depuis le début cette idée d'entrer dans cette conversation. Et le livre, c'est un monologue intérieur, ça se passe à l'intérieur de ma tête, mais c'est construit quand même comme une espèce de conversation avec des interlocuteurs qui ne sont pas toujours très clairs. Des fois c'est un lecteur, une lectrice, des fois c'est un adversaire, des fois c'est un allié. Donc il y a quand même cette idée de faire en sorte que ça soit sous le format d'une conversation. Et la conversation dans la société sur le thème des violences faites aux enfants, c'est MeToo. C'est MeToo, MeToo inceste, c'est ce qui nous arrive depuis quelques années. Donc bien sûr que c'est très présent. Et est-ce que j'aurais pu l'écrire? Pas de cette forme-là en tout cas, et je pense qu'il n'aurait pas été reçu de toute façon de cette façon-là si j'entrais pas. Ce livre rentre tout à fait dans une lignée
avec des autrices, des auteurs, des cinéastes, des gens qui ont organisé des prises de parole, qui ont créé ce chemin pour que nous, ceux qui arrivons aujourd'hui, on puisse s'inscrire là-dedans. Et c'est de toutes sortes de façons, même si les textes de Christine Angot, quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas les lire. Je me rends compte qu'en fait, j'ai lu le début de pratiquement tous ces livres. Mais c'est des livres que je ne pouvais pas lire. C'était vraiment d'une grande violence pour moi. N'empêche que j'ai toujours su ce qu'elle avait fait. Et aujourd'hui, alors j'ai lu Le Voyage dans l'Est, que je cite dans le livre. Et je suis très consciente, et c'est pour ça que j'essaye de, alors pas vraiment rendre hommage, mais il y a quand même des présences qui sont là pour montrer que ce que je peux faire ici, c'est vraiment, je prends la parole dans un chemin qui est une conversation aussi avec des gens qui ont créé possible cette conversation. Et une partie de ces gens, c'est sur les sujets dont il est question. Donc il y a Annie Ernaux d'un certain côté, Christine Angot, Camille Kouchner, enfin il y a tous les gens en France qui ont construit la possibilité d'une parole sur l'expérience personnelle qui ne serait pas nécessairement prise comme raconter sa vie. Parce que je le disais à un moment aussi par rapport au témoignage, cette idée de raconter sa vie, c'est assez horrible. C'est une sensation affreuse en fait quand on écrit un livre et qu'on a l'impression qu'on ne fait rien d'autre que raconter sa vie. Donc la possibilité pour moi même d'aborder le témoignage de cette façon-là dont je disais, que ce soit quelque chose qui me paraisse pas si impossible, qu'il ait une certaine noblesse, je pense que ça a été construit. Mais aussi, il y a des citations de plein d'autres auteurs qui ont l'air d'avoir rien à voir. Puisque je suis une lectrice depuis l'enfance, je respire à travers la lecture, je pense à travers la lecture, mes souvenirs sont remplis de lecture. Ça me semblait naturel de faire venir à moi, puisque je représente là-dedans ce qui se passe dans ma tête, des lectures, et pas nécessairement des lectures sur l'inceste. Donc il y a des choses qui semblent venir de nulle part, mais elles sont intégrées et elles me donnent aussi la possibilité de penser. Parce que des fois, quand on est trop dans son sujet, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis un peu empêchée de lire de la théorie féministe dans l'écriture, j'en ai lu un peu parce que j'en avais envie, mais je me suis dit non, tu fais avec ce que tu as déjà, tu fais avec qui tu es, et tu es une personne qui n'est pas une spécialiste ni de l'inceste, ni de la théorie féministe, ni de rien. Tu es une personne qui a grandi dans la littérature et tu vas faire avec ça. C'est comme ça que je m'explique, en tout cas, que je n'ai pas senti de frein. C'est aussi grâce à cette forme de la non-fiction qui est très libre, mais je ne me suis pas freinée en me disant ça c'est de la littérature, ça c'est de la poésie, je peux le mettre, ça c'est un article de journal, je ne le mets pas. En fait, c'était pas ça mon idée, c'était de faire appel à tout ce qui était possible. Alors, justement, moi, je me disais qu'il y avait une façon de parler de soi dans votre livre qui rejoint cette idée de narrative non-fiction justement américaine. Bon, moi, je citais Maggie Nelson, il y en a d'autres. Vous citez beaucoup des hispaniques, oui. Les autrices hispaniques que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je les ai découvertes grâce à vous. Est-ce que vous avez l'impression, justement, du fait de ne pas vivre en France, même si vous écrivez en langue française, vous avez aussi absorbé une forme d'écriture de soi plus anglo-saxonne ou plus hispanique? C'est sûr que mes références pour la non-fiction, il y a quand même Emmanuel Carrère qui est français et qui a été très important pour des raisons un peu hasardeuses, parce que l'adversaire n'est pas arrivé dans ma vie comme une lecture que je me serais proposé de faire pour travailler le thème de la non-fiction. Enfin, donc il était déjà présent et j'ai lu tous ses autres livres. Mais oui, il y a en Amérique latine et aux États-Unis un espèce de boom, alors je ne sais pas si on appelle ça comme ça ici, mais en tout cas une explosion de créativité dans cette forme qu'on ne sait pas exactement comment la qualifier. On dit non-fiction, mais ça ne veut rien dire, c'est quelque chose qui n'est pas de la fiction. Oui. On a l'habitude, pour l'instant en tout cas dans les milieux universitaires, on le décrit comme un genre littéraire qui est
qui utilisent des faits réels, qui racontent des faits réels à travers les outils de la fiction. Utiliser les outils de la fiction, alors ça peut être le point de vue, le dialogue, toutes sortes de choses qu'on utilise généralement et le temps long de la fiction, mais on ne parle que de choses qui sont arrivées. Et pas nécessairement des expériences personnelles. Il y a aussi un courant qui est fait par des journalistes qui font des reportages, des sortes de reportages, mais c'est de la non-fiction, où ça fait partie aussi de tout un travail sur la connaissance située, qui est un peu moins important en France parce que on doute toujours un peu dans les milieux universitaires français à partir du moment où il y a de la subjectivité. Mais en tout cas, dans les sciences sociales en Amérique latine et aux États-Unis, il y a tout un courant de chercheurs qui écrivent pas à la première personne, parce que c'est quand même des universitaires, mais en tout cas en essayant de penser. On ne réfléchit pas de nulle part. On réfléchit toujours à partir d'une place, pas nécessairement soi, mais une place dans la société. Et ce n'est pas exactement la même chose si je parle de l'intérieur ou de l'extérieur, par exemple, quand je suis anthropologue et que je décris quelque chose qui est mon village, ou si je vais dans un village à l'étranger et que je décris un système où des gens vivent dans ce village. Donc, pardon, je me perds un peu, mais j'ai été influencée par tout ça. J'ai été fascinée depuis très longtemps, parce que j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, par ces débats et par des positions. Des fois je suis pour, des fois je suis contre, des fois je trouve que c'est trop. Enfin, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup maduré en moi et qui est très présent dans la forme de ce texte. Alors, quand vous disiez je ne voulais pas raconter ma vie, je me disais qu'en fait, je me disais, mais comment, je vais lui demander, mais comment on y parvient? C'est-à-dire comment, quand on écrit, on n'est pas justement dans ce truc, juste je raconte ma vie. Et il y a quelque chose qui est évident dans votre texte, c'est qu'à un moment donné, vous interrogez la nature du mal, en fait. C'est pour ça aussi qu'il nous parle à tous, qu'on ait subi un abus ou pas, qu'on ait été agressé d'une sorte ou d'une autre sorte, qu'on ait tel traumatisme ou telle douleur. Je pense qu'il nous parle à tous dans cette interrogation alors ça commence par qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon bourreau, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi le mal, en fait? C'est quoi et à partir de quand votre livre c'était justement parce que vous n'aviez pas envie juste de raconter votre vie, donc vous avez introduit ces interrogations, ou ça fait partie de quelque chose qui vous hante depuis des années et que vous vouliez confronter, et peut-être qu'on s'en sort pas parce qu'on ne trouve pas la réponse? Alors c'est paradoxal parce que c'est quand même la question de ma vie. Disons que oui, ce que je me suis dit, c'est que si je vais raconter ma vie, il va falloir que j'aille très loin pour que ça soit quand même intéressant. Il va falloir que je fasse en sorte d'aller jusqu'à ce questionnement-là, qui est le questionnement du mal. Mais je l'interroge à partir de ma vie. Sinon... Oui, toujours. Oui. Donc c'est assez curieux. Qu'est-ce que c'est cette expression « raconter ma vie » ? C'est quand j'ai l'impression que ça pourrait être anecdotique. Et c'est insupportable, en fait. Et pourtant, dans la fiction, on le fait sans arrêt. Quand on écrit de la fiction, on a un plaisir à inventer des choses anecdotiques. Mais quand il s'agit de soi, c'est une violence qu'on se fait. C'est assez bizarre. Et ça m'a fait questionner aussi la question du narcissisme dans la littérature autobiographique, parce que c'est une démarche inverse au narcissisme, en fait, qui s'est produit, en tout cas pour moi. Je me suis pas complet... Il n'y avait pas de complaisance. Je ne me suis pas complu. C'est bizarre, non? Je n'ai pas eu de complaisance, en tout cas, je ne me suis pas amusée à raconter des souvenirs personnels. C'était pas plaisant. Chaque fois que je vais dans un souvenir personnel, c'est une violence que je me fais parce qu'il me faut aller là. Oui, d'ailleurs, je me rappelle quand on s'est rencontrés pour Les Inrecuptibles, à peine je suis arrivée, je vous ai dit
En fait, j'ai envie de vous dire que j'aime votre texte, mais je ne sais pas si un texte pareil, on peut juste arriver et dire j'aime votre livre. Et vous m'avez dit oui, je crois que quand on me dit ça, j'attends toujours la suite. Je vais demander ce qu'il y a derrière, en fait. Enfin, et je voulais savoir, vous, comment... Alors, il y a des là, il se passe quelque chose de magnifique autour de votre texte. Il est très remarqué, il est très lu, il a du succès, vous êtes sur toutes les listes de prix. Justement, ça fait quoi de voir que qu'on aime votre texte? Oui, c'est surprenant. Au début, c'était très surprenant, parce qu'on ne s'y attendait pas, je ne m'y attendais pas. Donc, j'ai dû reconfigurer un peu dans ma tête un peu ce qui était en train de se passer par rapport à ce livre. Et j'ai peur que ça soit un malentendu, ou j'ai peur de... Oui, j'ai un peu peur. Et en même temps, je ressens une grande joie chaque fois que j'ai des gens avec qui je suis face à face dans des rencontres, des signatures. C'est des moments très importants pour moi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une intelligence que j'ai imaginée en écrivant mon texte. J'ai imaginé, voilà, je me lance et je vais faire confiance à un lecteur imaginaire dont l'intelligence va combler les vides du livre, qui va avoir envie de répondre aux questions que je pose, qui va avoir envie de poursuivre et d'aller jusqu'au bout, même si à des moments il ne comprend pas. Donc, c'était imaginaire, puisque j'étais seule dans mon coin à écrire ça, et je ne savais même pas si j'allais trouver un éditeur. Et là, aujourd'hui, je me trouve avec la réalité qu'il y a vraiment des personnes qui répondent à ça. Donc c'est une énorme joie, en fait. Donc voilà, il y a sûrement différentes choses, mais oui. Alors, vous allez très loin dans le texte, c'est-à-dire qu'on sent aussi quand même une volonté de créer un pacte tacite avec le lecteur qui serait que vous allez tout lui dire. Vous allez... Alors, je vais dire... J'écoute la fin de la... Oui, parce que moi, je vois qu'il y a plusieurs pages où je me suis dit, alors là, elle est quand même très très forte, là, elle est quand même, elle va loin, là, peut-être que beaucoup d'autres auteurs n'y seraient pas allés. Je pense à un moment où vous êtes avec votre fille, et il me semble que vous lui caressez le dos, et c'est ce moment-là, vous vous dites, mais finalement... je pourrais être l'agresseur, ça peut basculer, je peux, non pas que vous le comprenez évidemment, mais au fond, vous sentez ce moment d'impunité, de possible, qui est, je pense, qui est très perturbant, qui est très... et je voulais savoir, par exemple, ce passage, qui est pour moi un des passages les plus forts du livre. Est-ce que vous vous êtes dit non, je vais pas montrer aussi cette facette du questionnement de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des passages que vous avez voulu, que vous avez hésité jusqu'au dernier moment, enfin, ou qui étaient plus douloureux que l'autre, ou plus en tout cas questionnants que d'autres? Est-ce qu'il y a des passages que vous avez enlevés, qui n'y sont pas? Voilà. Est-ce que vous-même ce passage qui est très important dans le texte, il arrive à la fin. Oui. Et je savais depuis le début que j'allais le mettre. Mais c'est pour ça que j'allais répondre non tout de suite à votre question, c'est-à-dire que déjà je ne dis pas tout. Il y a très peu de descriptions de viol, par exemple. Il en faut bien, puisqu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Mais j'ai l'impression que je dis quand même à mon lecteur, tu peux entrer, je ne vais pas t'agresser. Il y a une certaine... J'ai voulu créer en tout cas un dispositif qui nous protège un peu, moi et mon lecteur. J'avais l'envie qu'on ne sorte pas de cette lecture avec le regret d'avoir lu,
qu'on ne sorte pas de cette lecture sali ou avec l'impression d'avoir été un voyeur dans quelque chose. Ça, c'était très, très, très présent. Donc, je ne crois pas que je dis tout, mais il faut bien aller à certains endroits. Simplement, j'ai essayé de mettre en place à chaque fois que je sais que ça va être dur, des dispositifs pour que cette parole soit reçue sans que ça soit une trop grande violence. Mais ça, c'est peut-être pas vrai à la lecture. Je ne sais pas ce qui se passe quand on reçoit une parole comme ça, quand on lit ce passage où je suis pendant plusieurs minutes et pendant, je sais pas, quelques pages à cet endroit du passage à l'acte, où je me pose la question, est-ce que je pourrais pas, moi aussi, passer à l'acte et commettre un abus? Et ça, j'avais très très envie d'en parler. De toute façon, il me semble que ça fait partie de ces choses dont on n'ose pas parler. Et avant même d'avoir un éditeur, j'ai des amis qui me lisent. Et une de mes amies m'a appelée pour me parler que de ce passage. Une amie qui a été abusée aussi, qui a une petite fille d'1 an, et qui m'a dit, ça fait 1 an que j'ai ça dans la tête et que je n'arrivais même pas à me le formuler dans ma propre tête. Parce que c'est horrible de formuler ces choses-là. Mais une fois qu'on l'a formulé, ce n'est plus un monstre en nous. C'est quelque chose qu'on peut inscrire aussi dans un récit et dans une acceptation de nos contradictions. Et c'est quelque chose qui souligne aussi notre libre arbitre. C'est ma décision de ne pas abuser. C'est ma décision d'être un adulte protecteur. Toutes ces choses-là que je dis à la fin, si on ne veut pas tomber, ça nous fonde dans notre capacité à être. On n'est pas que agi par des forces. Moi, je suis agi par des forces et j'ai effectivement, puisque j'ai été moi-même violée, la possibilité de me venger en violant quelqu'un d'autre ou je ne sais pas. Bien sûr, tout ça est en nous, mais on a quand même une possibilité de libre arbitre. Et tout est contenu dans ce moment du passage à l'acte et du non-passage à l'acte. Et c'est très fort qu'il arrive à la fin, justement, sur la question du libre arbitre. Par rapport au début. Oui, et puis après, je le reprends encore à la toute fin, à travers un texte de Mary Gaitskill. Justement, la Mary Gaitskill, je la cite au début, en disant que je ne suis pas d'accord avec elle. Elle pense que Lolita, c'est une histoire d'amour. Je la cite comme ça en passant, parce que je sais aussi qu'un des textes les plus importants pour moi, c'est un texte de Mary Gaitskill que je mets à la fin, qui raconte, c'est une nouvelle, qui raconte un père qui essaie de protéger son fils, qui a des fantasmes de meurtre, comme il l'a eu lui-même quand il était adolescent, et qui se pose la question, qui refait son histoire, qui nous raconte comment ça s'est produit, ça, dans sa vie, et qui dit « Je sais qu'il a ça en lui, on ne va pas en parler, mais je serai toujours là pour lui. » Rien que de le dire, ça me fait pleurer. Je ne pleure pas sur mon histoire, je ne pleure pas sur les histoires de viol et tout, mais les actes de bonté de quelqu'un qui pourrait ne pas avoir un acte de bonté, ça m'émeut énormément. Et donc, je savais que je voulais mettre ça à la fin. Est-ce que... Alors, vous avez publié un premier roman, Le Camion, en 2017, qui était un roman autour d'une bande d'amis qui voulaient partir en voyage dans un camion et le camion tombait en panne, donc ils ne partaient pas. En fait, c'était des voyages plutôt ratés ou imaginaires. Oui. Vous savez ce que vous allez faire après Triste Tigre ? Je ne sais pas encore exactement, mais oui, j'ai plein de projets. J'ai écrit déjà beaucoup d'autres livres, en fait. Donc, je sais déjà, en fait, j'ai 2 grandes lignes de travail. Ça m'avait impressionné quand je vous avais rencontré, parce que je pensais que c'était juste votre 2e livre. À peine je m'assois, vous me dites, j'ai plein de fictions dans mes fictions. Le voyage raté, le voyage qui n'arrive nulle part, le désir d'aller quelque part et de se retrouver dans l'impossibilité de remplir ce désir, c'est dans ma vie, puisque, évidemment,
je suis partie à l'étranger. Mais c'est dans mon travail depuis très 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 longtemps, donc ça c'est un axe. Et il y a un autre axe qui est celui de qu'est-ce qu'on fait, comment on vit avec l'obscurité qui est en nous, un gros truc comme ça. Donc je vais et je viens entre ces deux axes qui se recoupent évidemment. Alors je vais vous laisser, on va terminer avec... j'ai une dernière question avant, néanmoins. Vous allez nous lire un passage, mais ma question avant, c'est... est-ce qu'après avoir écrit... Il y a une question aussi qui revient beaucoup depuis les débuts de MeToo, qui est la question du pardon et de la résilience. Est-ce qu'on pardonne ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous, d'avoir écrit ça vous aide ça aide ? Encore une fois, je me permets de vous poser ces questions parce que vous commencez en disant c'est un témoignage, alors que je pense que c'est de la très très grande littérature. Mais voilà, on se pose cette question à la fin, à la fin du texte. Peu dans le texte. Oui, d'ailleurs, vous n'avez pas l'air convaincu non plus. Ça, c'est une des questions à laquelle chacun répond différemment. Je suis en train de lire Yankelevitch, le pardon, justement, qu'une amie m'a envoyé pour continuer à penser et à être dans ce questionnement. Moi, ça m'est pas utile dans mon cheminement de pardonner. Pour moi, c'est pas intéressant. Je crois pas. Puisque ce qui définit ce que j'ai vécu, c'est l'impardonnable. Pourquoi est-ce que je vais pardonner l'impardonnable ? Moi, ça ne me parle pas. Après, il y a des gens, au contraire, qui trouvent une quête métaphysique en pardonnant l'impardonnable et qui sont heureux avec ça. Mais c'est super. Là, je n'ai jamais cherché dans mon texte et dans ma vie non plus à faire en sorte que mon cheminement soit celui de quelqu'un d'autre. Mais puisque c'est une question qui va se poser de toute façon dans un cheminement comme ça, je l'ai mis dans le texte. Et voilà, j'y réponds pas vraiment, en tout cas j'y réponds pour moi, et pour moi, la question se pose pas vraiment en fait. C'est pas un chemin qui m'intéresse. D'accord, merci. Je vous laisse. Je lis ? Oui. Alors ça, c'est un passage qui vient un peu à la fin. J'avais envie de... Enfin, pas à la fin, mais dans la deuxième partie du texte, j'avais envie d'aborder un peu ce sujet de... montrer comment j'ai parlé de ça, de ce que sont les conséquences d'un traumatisme sur la construction d'une personne quand on grandit et qu'on vieillit. Si on me demande de nommer ma plus grande qualité, ou une qualité qui me définit, je dis que je suis courageuse. Je le dis presque sans y penser. Je ne sais même pas si j'en tire vraiment une fierté. Je le dis parce que je crois que c'est parfaitement vrai. C'est ça ma qualité. La sage-femme qui m'a accompagnée pendant mon accouchement a dit cela de moi, que j'étais courageuse. Et pourtant, elle n'était pas prolixe en compliments, et elle avait vu un certain nombre d'accouchements avant le mien. Elle avait plus de 70 ans, avait perdu 2 enfants en bas âge. Mais dans notre moment partagé de terreur et de grâce, quand la mort nous a frôlés, elle et moi, et Max et notre petit enfant qui n'avait pas encore de nom, elle m'a regardé dans les yeux et elle a vu ce qu'il y avait là. De la peur, de la tristesse, de la colère, de l'espoir, 1000 choses. Mais ce qu'elle a vu surtout, c'est cet immense courage, cette force à la fois cruelle et innocente, presque obscène dans son intensité, ce désir d'affronter l'obscurité. C'est un peu ce qu'a voulu dire l'avocate quand elle mentionne mon incroyable détermination à écarter cet homme, la force que j'ai mise à vouloir mener ma vie. Il ne m'a pas obligée à être courageuse. C'est la réponse que j'ai choisi d'apporter à l'agression. Mais enfin, quand même, ça vient de là. Ma plus grande qualité, celle que j'invoque dans les moments de détresse, quand tout me semble se déliter, elle vient de ce que j'ai vécu, de ce qu'il m'a fait. Tout mon caractère, c'est lui qui l'a fait. Le bon et le mauvais, le génial et le terrible. Je suis comme ci et comme ça, et tous ces ci et ça dérivent directement de l'enfance que j'ai eue. J'ai grandi dans le mensonge. Ce mensonge me constitue.
Il est même lié à la découverte de mon identité. Quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je mente, le « je » m'est apparu comme étant à moi, comme étant moi. Je ne crois pas avoir eu conscience de la solitude absolue qui constitue chaque être humain dans son individualité avant cela. C'est-à-dire que j'ai découvert mon identité dans le même mouvement où la dissimulation s'imposait à moi. Mon monde intérieur s'est forgé dans la conscience de me savoir étrangère au monde, auquel je ne pouvais pas révéler qui j'étais réellement. Ce secret et le fait de savoir que je lui survivais étaient ma force. Si je l'avais laissé sortir, j'aurais fait effondrer en quelques mots la famille tout entière. Je l'ai su assez vite. Je me souviens de jouer mentalement, dans des moments de colère, à imaginer ce qui se passerait. J'ai une image très nette d'être en train de faire la vaisselle, pendant que ma mère boit le thé avec une amie. Je suis énervée parce qu'on m'oblige encore à faire la vaisselle, parce qu'elles ont une conversation d'adultes à laquelle je ne participe pas, parce qu'on ne me prête aucune attention alors que j'aimerais prendre part à ce moment d'intimité. Je frotte mes assiettes rageusement avec une éponge double face et je pense à la phrase que je pourrais dire. Il me viole depuis que je suis petite. C'est pour ça que je le déteste. Il ne fait que me violer. Je la répète mentalement de plus en plus fort. Il me viole sans arrêt. Je me promène sur ce fil tendu entre deux falaises, entre le monde d'avant et le monde d'après cette phrase. Il me viole, viole, viole. D'un côté, l'existence telle qu'on l'a connue, de l'autre, un nouveau monde qui commencerait avec la phrase, suivi de la réaction des deux femmes et de ce qui s'ensuivrait. Ce serait une suite plutôt horrible, je le sais. Nous serions cette fois pour de vrai dans la détresse. Il faudrait qu'il parte, qu'il aille en prison. Ma mère, seule avec 4 enfants, on nous placerait dans des foyers, des familles d'accueil. Mes frères et sœurs n'auraient pas d'enfance heureuse. Mais moi, j'aurais mon petit moment de gloire. Un seul mot suffirait. Viol. Si ma langue bute sur la phrase, comme dans les rêves où votre bouche se transforme en pâte infâme quand vous essayez de crier, je pourrais toujours hurler ça ou l'écrire sur le mur avec mon éponge. V-I-O-L et tout serait changé. Mais je ne dis rien. Je finis ma vaisselle. Je sais que j'ai ce pouvoir. Il me fait peur, mais me rend fière aussi. Je sais que la famille repose sur moi. Je sais que ma parole est capable de faire advenir des choses. Mon silence aussi. Je suis orgueilleuse dans mon secret, face à moi-même. Je veille jalousement sur mes pouvoirs. J'idéalise l'enfance, mon père, les gens heureux. Je pense souvent à la personne que j'aurais pu devenir si ça ne m'était pas arrivé. J'ai un tempérament addictif, mais je n'ai aucune addiction. Je les maintiens sous un contrôle sévère et constant. Je les contemple magnanimes, elles me regardent en souriant d'un air narquois. Je n'aime pas qu'on me confie de secrets. Pourtant, si on le fait, je suis une tombe. Jamais je n'ai livré une information qu'on m'avait demandé de garder pour moi. Mon silence est d'or. Il m'a montré sa part d'ombre, et la mienne, et celle de l'humanité tout entière, si bien que quand je croise des damnés, je peux les regarder dans les yeux comme mes semblables. Ils ne s'y trompent pas. Ils savent que je n'ai pas l'aptitude morale pour les juger. Je sais que la vérité n'est pas dans le langage. Je sais que la vérité n'est nulle part. Je sais que le récit peut faire advenir une expérience qui n'est pas nécessairement de la même nature que ce qui est dit. La fiction est ce qui m'intéresse le plus au monde depuis toujours. Je suis fascinée par cet ordre des choses où on dit autre chose que ce qu'on dit, où il est naturel que ce qui est dit renvoie à un ailleurs, à une ombre du langage où la vérité attend, sans pouvoir être dite jamais. C'est mon père qui m'a appris à lire, pas lui. C'est mon père qui m'a donné les armes qui sont les miennes, le refuge dans l'imaginaire, le goût de la solitude. L'amour de la littérature est né avec ses découvertes. Mais mon beau-père m'a fait connaître la duplicité du langage et du silence. C'est à partir de cette connaissance intime
à partir de cette haine que j'écris. Mais en réalité, ce n'est pas lui en tant que tel. Comme le dit April Ayers Lawson, tout ça, c'est à cause du viol. C'est parce que j'ai été violée. Parce que j'ai été violée. Parce que j'ai été violée. Merci beaucoup, Neige Sino. Je ris nerveusement. Je ris nerveusement. Alors vous restez, on peut se retrouver juste après dans le hall. Si Neige, vous êtes d'accord pour signer quelques textes. Il y a aussi une librairie en face si vous êtes venu sans votre livre. Enfin, on vous retrouve tout de suite. Merci beaucoup.